amis, vidéo numéro 57, une petite introduction courte pour vous indiquer que la vidéo qui va suivre, enregistrée avec Hervé Carès, souffre d'une série de problèmes techniques. Hervé était en déplacement en province, il a dû procéder à l'enregistrement de son côté dans des conditions de liaison Internet qui n'étaient pas terribles, donc il y a pas mal de sautes de son, parfois un petit peu d'image. Donc, je pense qu'il était difficile de reprendre l'ensemble, qui est assez long et assez copieux, vous le verrez. Donc, pour compléter ceux qui auront des difficultés ou qui le souhaiteraient, je vous propose à nouveau de vous adresser les documents sur lesquels il s'appuie, qu'il construit pour chaque émission. Et d'ailleurs, je vais faire une liste de diffusion, ce sera plus simple pour ceux qui souhaiteraient les avoir systématiquement. N'hésitez pas, demandez-moi ça par l'email qui est dans la description en dessous, comme on dit, et je vous l'enverrai. Bon, donc en route pour la vidéo numéro 57. En même temps, je vous annonce des nouveautés pour la semaine prochaine que vous aurez l'occasion de voir, de découvrir d'ici quelques jours. Eh bien, à très bientôt alors. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Nous voilà de retour. Nous allons parler actualité militaire, bien évidemment, puisque c'est l'objet, c'est le but de cette émission. Euh, Aujourd'hui, il y a un menu copieux euh, pour essayer de décoder un petit peu tout ce qui se passe, puisqu'il y a le voyage de Zelensky à l'ONU, qui ensuite a été à Washington, je crois, puis maintenant il va aller au Canada. Donc, il se passe quand même pas mal de choses dans la relation Occident avec l'Ukraine. Je vais tout de suite annoncer que je ne crois pas que dans ce qu'il va nous raconter, Hervé va nous expliquer où est passé le F-35. Hein, parce qu'on a quand même un événement assez extraordinaire, c'est qu'un avion euh, qui a donné et qui continue à donner beaucoup de soucis aux Américains, le fameux F-35 qui a coûté une fortune, eh bien, y a un de ces avions qui a vu son pilote s'éjecter et l'avion continue à voler et disparaître. Alors, je crois qu'il est tombé, on a trouvé des débris en Caroline du Nord, mais enfin, c'est un événement assez étonnant. Parce que, alors j'ai lu quelque part qu'il y aurait eu une faille informatique et que l'éjection du pilote aurait été commandée par des méchants à distance et tout. J'en sais rien, je n'y crois pas, mais je me dis quand même que notre hégémon, il a quelques petits soucis avec son matériel militaire. Voilà. Bon, eh bien, écoute Hervé, je te passe la parole. Bon, eh bien, bonjour à tous. Comme d'habitude, après chaque émission, on regarde avec Régis les commentaires. J'ai remarqué que mon micro saturait, donc je prends garde à le reculer. Ça, c'est le premier point sur la forme. Ensuite, sur le fond de ce que l'on va vous exposer, on va parler beaucoup de géopolitique, car l'actualité géopolitique de la semaine écoulée a été assez fournie. Ensuite, toujours en regardant les questions qui sont posées, je pense qu'il va être nécessaire de, très rapidement, en faisant œuvre de pédagogie, vous expliquer les structures des forces terrestres de chacun des belligérants pour que vous compreniez bien ce qu'est une compagnie, une brigade, un régiment, une section, ou plutôt, suivant le type d'armes auxquelles on s'adresse, d'armes au sens d'infanterie ou armes blindées cavalerie. Ensuite, on parlera bien sûr du front maritime avec quelques explications sur les drones navals ukrainiens. J'ai pu glaner quelques informations qui montrent leur capacité. Sur l'aide occidentale aux Ukrainiens, l'aide militaire aux Ukrainiens, et bien sûr le front terrestre qui pour l'instant est quand même assez stable, hein, quoi qu'on en dise. Hein. J'en reviens également aux analyses du général Kempf que j'avais cité lors de la dernière émission. Et on terminera par l'éternel petit chapitre sur la désinformation. Nous aurons l'occasion de reparler de certains de nos amis. Voilà. Bon, mais Hervé est pervers parce qu'à chaque fois, il cite l'ineffable Titelman en sachant très bien que je reste extrêmement surpris
qu'un âne batté de ce niveau et continue à avoir une certaine audience, quoi. Il y a pas mal de gens, on le voit bien, ces vidéos sont suivies. C'est d'ailleurs à lui qu'il faudrait poser la question de savoir qu'est devenu le F-35. Voilà. Bon, donc je te repasse la parole. Bon, donc je vais partager l'écran. Est-ce que c'est bon là? C'est bon. C'est bon, tu vois là? Ah, moi, je vois tout. Ok, très bien. Plein écran, c'est parfait. Très bien, donc une actualité géopolitique assez fournie, et notamment en Asie centrale et dans la région de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, et centrée sur le Haut-Karabakh. Donc le Haut-Karabakh, très rapidement, c'est un ex-oblast de la République d'Azerbaïdjan de l'ex-Union soviétique, oblast qui a déclaré son autonomie en 1988 à la faveur de la perestroïka, et qui en 91, avec la fin de l'ex-Union soviétique, eh bien, s'est autoproclamée république indépendante. Alors, sur le plan démographique, c'est une zone où il y avait en gros 75% d'Arméniens et 25% d'Azéris. Une première guerre de 91 à 94 qui amène la population azérie à quitter ce territoire-là. Donc on est vraiment sur des luttes de population qui peuvent se rapprocher d'autres conflits auxquels on a assisté en Europe, notamment celui de l'ex-Yougoslavie. Ensuite, 2020, une autre guerre qui est gagnée par les Azerbaïdjanais avec un appui soutenu de la Turquie, ce qui fait que lorsque on voit le territoire actuel du Haut-Karabakh qui est en orange, le territoire vert avait été gagné à l'issue de la guerre de 94 hein, sur la carte, ce qui a fait qu'il y avait une continuité territoriale entre l'Arménie et cette république autoproclamée du Haut-Karabakh. À l'issue du conflit de 2020 et de la défaite de l'Arménie et des troupes de cette république, ils perdent le territoire vert, et il y a un couloir suite à une négociation dans laquelle la Russie est impliquée, qui va d'ailleurs engager des troupes de maintien de la paix d'un effectif de 2000 hommes, le corridor de la Chine qui est mis en place pour assurer la viabilité de ce territoire et le fait qu'il y ait toujours des marchandises qui puissent transiter entre l'Arménie et le reste ce qui reste de la République du Haut-Karabakh, le corridor de la Chine qui est mis en place. Décembre 2022, blocus des Azerbaïdjanais qui ferment le corridor de la Chine. Et puis, eh bien, septembre 2023, réouverture des hostilités par l'Azerbaïdjan. Et puis, capitulation de la République séparatiste du Haut-Karabakh, avec certainement des conséquences sur le plan des transferts de population. Une situation compliquée qui est l'héritage, bien sûr, de la fin de l'Union, de l'ex-Union soviétique, mais avec des acteurs extérieurs quand même qui ont commencé à s'impliquer sur ce dossier. La Turquie, bien sûr, la Russie, l'Union européenne, à la faveur des premiers accords à l'issue du conflit de 94, via l'OSCE d'ailleurs. Et puis dernièrement, avec un accord gazier qui a été conclu entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan, puisque l'Union européenne, depuis l'arrêt de fourniture, enfin l'arrêt de fourniture officielle du gaz russe à l'Union européenne, est en recherche de manière éperdue de nouvelles sources énergétiques, et notamment de gaz, car il y a une géopolitique du gaz également derrière ce conflit. Et également l'Iran qui est impliqué dans ce dossier. Sur le plan de la politique interne, on peut considérer que le Premier ministre actuel qui a été élu en 2018, le Premier ministre arménien qui a été élu en 2018, est dans une situation difficile, puisque
on lui reproche d'avoir reconnu en fait, reconnu la primauté de l'Azerbaïdjan, la souveraineté de l'Azerbaïdjan sur le territoire du Haut-Karabakh et de s'être complètement désengagé à l'issue du conflit de 2020 et du cessez-le-feu de 2020, du soutien qu'il avait apporté jusqu'à présent militairement aux séparatistes du Haut-Karabakh. Donc une situation difficile. Il y a eu, à l'issue du premier conflit de 1994, des déplacements de population azerbaïdjanais, des gens qui sont retrouvés réfugiés notamment dans la région de Bakou, plusieurs pogroms qui ont eu lieu à différentes époques entre 1990 et 2020 contre les populations arméniennes qui sont présentes sur le territoire azerbaïdjanais. Donc une hostilité entre ces deux types de populations qui est attisée bien sûr par un différent religieux également, puisqu'on est face à des populations azerbaïdjanaises qui sont avant tout de religion islamique, mais sunnites, et également bien sûr des chrétiens du côté arménien. Donc un conflit de population, un conflit éventuellement instrumentalisé sur le plan religieux, et bien sûr des acteurs extérieurs. J'en reviens aux acteurs extérieurs, notamment l'OTAN et les États-Unis, qui trouvent que c'est un terrain intéressant pour damer le pion à la Russie sur un secteur que la Russie considère comme son étranger proche. Donc une situation difficile, on ne sait pas quels pourraient être les développements ultérieurs, puisque actuellement en Arménie, la situation politique est trouble, sachant que certains parlementaires du Parlement arménien craignent que l'Azerbaïdjan ne s'arrête pas là, et on pourrait également se poser la question, puisqu'on voit sur la carte que la partie en grisée, ou qu'on aurait peut-être mieux voir sur cette carte-là, la partie orange qui est ici, fait partie de l'Azerbaïdjan. Vous voyez toute la difficulté de ces pays issus de l'ex-Union soviétique, avec des découpages territoriaux qui, de facto, paraissent assez peu viables. Donc une situation qu'on pourrait considérer comme une situation comparable à celle de l'ex-Yougoslavie, avec des acteurs extérieurs qui risquent de s'y impliquer et qui sont quasiment les mêmes que ceux qui se sont impliqués en ex-Yougoslavie. Donc des volontaires islamiques côté azerbaïdjanais avec une implication de la Turquie. Côté arménien, peut-être un jeu des États-Unis, puisqu'il y a des manœuvres entre l'armée arménienne et l'armée des États-Unis qui serait prévue cette année. Donc un jeu géopolitique assez trouble et assez dangereux pour la zone et notamment pour l'Arménie. Alors, évidemment, on pourrait se poser la question du rôle de la Russie. Je pense que la Russie cherche à garder une position d'équilibriste, surtout que depuis que le gouvernement arménien a acquiescé à la souveraineté de l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh, il est difficile pour la Russie de continuer à peser de la manière dont elle a pesé entre 1994 et 2020. Tu as un truc à dire là, Régis? Non, 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 simplement, le Premier ministre arménien actuel est effectivement mis en cause de beaucoup d'endroits. J'ai vu passer la déclaration de Medvedev disant qu'en fait, bon, il jouait sur plusieurs tableaux, beaucoup de tableaux, et qu'il prenait de ce fait beaucoup de risques. Voilà, c'est tout. C'est une complexité, c'est véritablement la poursuite des difficultés engendrées par l'effondrement de l'Union soviétique, dont je rappelle que c'était une organisation internationale. C'était un État-nation territorial classique dans ses formes d'organisation juridique, mais c'était aussi une organisation internationale dans un environnement extrêmement morcelé sur le plan ethnique, culturel, religieux. Donc là, on mesure les conséquences de la catastrophe géopolitique de 1991. Tout à fait. Et puis également le jeu pervers d'acteurs extérieurs à la zone qui ont des ambitions
d'affrontement de puissance. Il est clair que la Turquie demeure un pays pivot pour les États-Unis, puisque c'est quand même un outil otanien pour damer le pion sur certaines zones à la Russie. Et puis, on est sur des zones qui, historiquement, étaient des zones d'influence russe, bien avant l'Union soviétique, et sur lesquelles les Russes ont un œil quand même assez avisé. Ils surveillent ces zones-là. Alors, cette problématique de la géopolitique du gaz, bien sûr, elle est prégnante également, hein, avec ce souci de l'Union européenne de retrouver des sources d'énergie à des prix aussi compétitifs que l'était le gaz russe passant par le Nord Stream 1 et qui aurait pu passer par le Nord Stream 2. Alors maintenant, nous allons aborder très rapidement la, la situation géopolitique qui est née de la visite aux États-Unis et à l'ONU du président Zelensky, qui, lors de son discours, a laissé insinuer que certains alliés, sans nommer bien sûr la Pologne, faisaient le jeu des Russes. Donc évidemment, quand on connaît les contentieux quand même historiques entre la Pologne et l'Ukraine actuelle, mais également le jeu géopolitique de la Pologne, et j'aurai l'occasion d'y revenir, au sein de cette frange des pays qui faisaient partie de l'ex-Union soviétique et toute cette frange est de l'Union européenne, on ne peut que s'étonner de la maladresse qui a été faite par le président ukrainien, d'autant que le gouvernement actuel en Pologne est dans une situation préélectorale, puisqu'il y aura des élections le 15 octobre de mémoire, où justement il pourrait y avoir un changement de majorité. Donc un gouvernement polonais qui est sous pression interne, mais qui est également sous pression externe, car les accords céréaliers qui ont été imposés par l'Union européenne, encore une fois, l'Union européenne a manqué de rationalité sur le plan géopolitique et économique, ne font pas l'affaire de nombreux pays qui ont encore une industrie agricole performante, hein, un secteur agricole pardon, performant, et notamment les agriculteurs polonais qui sont très, très inquiets du dumping fiscal et des facilités fiscales qui sont accordées aux exportations du grain ukrainien. Alors tout cela, bien sûr, l'origine, c'est la fin de l'accord céréalier en mer Noire, et on voit très bien toute la stratégie des Russes lorsqu'ils ont décidé de mettre fin à cet accord, puisque les conséquences par effet de rebond ou effet de bande commencent à être assez importantes. Alors les propos du président Douda ont été quand même très très violents, puisque lorsqu'il a pris la parole à l'ONU lors d'une conférence de presse, d'abord il n'a plus voulu recevoir le président Zelensky en tête à tête, et ensuite il a considéré que l'Ukraine se comportait comme un homme qui se noie et qui, dans sa chute, veut entraîner ceux qui veulent le sauver. Donc c'est problématique, surtout que dans la foulée, il a annoncé la fin de l'aide militaire de la Pologne à l'Ukraine. Alors la Pologne a été très très active, d'ailleurs ça a été le pays le plus actif dans l'aide militaire à l'Ukraine, et tout ce qu'ils ont annoncé, ils l'ont fait. Hein, donc les chiffres sont quand même assez éloquents, 250 chars, 100 véhicules blindés, des armes de différents types, et 2 milliards de dollars quand même d'aide militaire pour un pays comme la Pologne. Bon, un pays comme la Pologne qui est quand même sous perfusion des fonds structurels européens, mais en tous les cas, 2 milliards de dollars. Et bien sûr, la Pologne reste la plaque tournante de l'aide militaire à Kiev. Et autre élément important, c'est que tous les matériels endommagés, comme les Léopard 2, qui ne peuvent pas être remis en condition sur le territoire ukrainien, sont expatriés vers les ateliers qui se trouvent en territoire polonais. Donc, rapidement, quand même, le gouvernement polonais a rassuré les Ukrainiens sur ce plan-là, c'est qu'il resterait le hub de transit des armes vers eux. Et par contre, quid des ateliers de maintenance? Je pense que les ateliers de maintenance vont également rester en activité, car je ne vois pas comment les Ukrainiens sinon pourraient faire.
Donc on est vraiment sur une crise géopolitique qui pourrait peut-être éventuellement se dénouer à l'issue des élections du 15 octobre. Mais je pense que les Polonais, encore une fois, sont allés trop fort dans leurs déclarations et ça va être difficile de faire marche arrière. Alors, pour en revenir au jeu géopolitique de la Pologne, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce jeu géopolitique au sein de cette Europe centrale, ex-Europe soviétique, et de tous ces pays qui font la liaison éventuellement entre trois mers, la mer Noire, la mer Adriatique et la mer Baltique. Donc c'est un projet d'espace commun et multilatéral qui est assez intéressant, mais qui est à l'origine de cette initiative. Cette initiative, vous voyez, quand on regarde la carte, très symboliquement, on voit que ça permet de créer quasiment une barrière entre les liaisons est-ouest entre la Russie et l'Europe, et bien sûr de favoriser des liaisons nord-sud ou sud-nord. Alors, cette initiative des Trois Mers est très intéressante parce qu'elle a été analysée par le Centre français de recherche sur le renseignement, qui est un site, ils ont un site que je vous conseille de consulter assez souvent avec des analyses qui sont assez pertinentes de la part de Éric Dénessé et de ses équipes. Éric Dénessé que l'on voit très très rarement sur les médias mainstream pour la raison qu'il a des analyses qui sont percutantes et factuelles et rationnelles. Je l'ai vu intervenir qu'une fois sur le plateau d'Elisabeth Martichoux. C'était dans la frange des 11h midi. En général, il y a un peu une baisse d'écoute sur la matinale de LCI. Et l'interview a commencé comme cela. Éric Dénessé, vous passez pour un pro-russe. Donc évidemment, ça commençait bien. Donc tout de suite, il a expliqué son positionnement, et qui n'était pas pro-russe, mais qui était plutôt pro-lucidité. Donc il analyse les choses factuellement comme un service de renseignement, sans biais idéologique, et ensuite il cherche à en tirer des conclusions par rapport au jeu géopolitique des acteurs en présence. Donc, cette initiative des Trois Mers, le Centre français de recherche sur le renseignement le relie avec le sabotage de Nord Stream, qui pour lui est en fait l'acte final pour découpler l'Allemagne et l'Europe occidentale de la Russie. Alors évidemment, bien sûr, il y a le conflit ukrainien, puisque l'Ukraine est considérée par les géopoliticiens américains soit comme un pays pivot, soit pire comme un pays front, ce qui est pire. Malheureusement, c'est ce qu'il est devenu. Donc l'idée, bien sûr, c'est de favoriser un axe nord-sud ou sud-nord, hein, pour contrebalancer cet axe est-ouest. Alors, il est clair que pour eux, pour le Centre français de recherche sur le renseignement, le sabotage de Nord Stream 1 et 2, c'est vraiment l'accomplissement final de cette stratégie de découplage qui s'établit également avec la guerre en Ukraine, qui, par une montée des tensions entre les États-Unis via l'OTAN et la Russie, a provoqué l'agression, l'envahissement de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Alors vraiment, c'est très intéressant d'aller voir ce dossier sur l'initiative des Trois Mers sur le site du Centre français de recherche sur le renseignement, puisque vous avez des cartes stratégiques qui expliquent, comme celle qui est montée à droite, comment la stratégie peut être analysée à partir de centres de gravité et de pivots permettant de la mener à son terme. L'idée étant bien sûr d'être dans cette lutte géopolitique finale entre la Chine et les États-Unis. Alors maintenant, prenons encore un peu plus de recul sur cette notion de géopolitique, hein, et allons vraiment au cœur du sujet de la géopolitique anglo-saxonne, qui repose sur des notions qui, pour cette géopolitique, sont très importantes. C'est les notions de Heartland et de Rimland.
Et dans la géopolitique anglo-saxonne, pour éviter que le Heartland devienne dominant, il faut contrôler les approches du Heartland. Donc, soit par des pays pivots, comme l'Ukraine ou la Turquie, par exemple, soit en contrôlant les zones littorales. Et c'est tout à fait l'objet de mémoire 180 bases américaines qui se trouvent dispatchées dans le monde, qui se trouvent essentiellement euh, implantées sur ces bases, sur ces zones littorales. Donc, c'est vraiment très important de s'intéresser aux fondements de cette géopolitique anglo-saxonne qui permettent de décrypter les événements géopolitiques actuels et l'actualité que l'on voit souvent sur nos médias. Prendre toujours un peu de recul et de hauteur, de même rechercher l'information des sources US, que ce soit lire le Grand Échiquier de Brzezinski ou lire également les productions de la Rand Corporation qui sont accessibles en ligne pour bien comprendre quelles sont les réflexions géopolitiques des États-Unis et comment, avec constance et puis vision pour leurs intérêts, ils les poursuivent. Alors, comme Régis en a parlé, la visite du président ukrainien aux États-Unis, son discours à l'Assemblée générale, son discours au Conseil de sécurité et ensuite ses différents entretiens au sein de l'appareil d'État américain, mais également au sein de l'appareil législatif américain, notamment avec le président de la Chambre des représentants, McCarthy, ne se sont pas forcément passés de la meilleure façon possible. C'est une dernière offensive, c'est la dernière offensive diplomatique du président Zelensky. Le discours face à l'Assemblée générale était face à un paysage, on va dire, plutôt clairsemé. Alors, il y a une vidéo assez amusante qui a été transmise par la communication ukrainienne montrant une assemblée générale où il y avait plus de monde, mais ce truc qui parle, on voit le Totalement président pleine. Zelensky Elle oui, était totalement. qui est assis. Donc, Voilà, c'est inouï, ça. Enfin bon, c'est ouais, la propagande. C'est la ouais, c'est de propagande, la mais propagande. c'est un peu pathétique quand même. Hein, Ouais, c'est un peu pathétique. c'est pas très adroit, c'est pas très adroit. Et à l'occasion de son discours, c'est là où, bien sûr, il a, sans nommer la Pologne, il a parlé des pays qui agissaient comme s'ils étaient des alliés de la Russie, évidemment. Ça a été un premier échec. Ensuite, je ne sais pas comment se sont passés, bien sûr, les entretiens avec le président Biden, mais il est clair que les enjeux électoraux des démocrates sur 2024 font qu'ils ont intérêt à ce que, à minima, le conflit soit gelé hein, sur le front ukrainien, dans la mesure où on peut le constater, l'offensive ukrainienne n'atteint pas ses objectifs. Hein. Le front, actuellement, on peut considérer qu'il est figé et que les pertes, on aura l'occasion d'en reparler, ukrainiennes qui commencent à sortir, mais par des sources ukrainiennes, sont importantes, voire dramatiques. Hervé, je voudrais revenir un petit peu sur notre ami Zelensky. Alors, il a fait son discours, il a avancé un certain nombre de choses, il a été très agressif et, à mon avis, il a commis une assez grossière erreur tactique euh, par rapport à l'ONU. Voilà, il faut changer l'ONU. Ben voyons, M. Zelensky, c'est une bonne idée, qui a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale en 1945 et l'ordre international depuis bon, est en partie régulé grâce à cet organisme. Il dit il faut supprimer le droit de veto à la Russie, c'est-à-dire remettre en cause tout l'équilibre, parce que le droit de veto au sein du Conseil de sécurité, c'est quoi? C'est le moyen d'empêcher l'ONU d'exploser. Enfin, je veux dire, et pendant la guerre froide, c'est encore plus net. C'est-à-dire, c'est un outil d'équilibre. Hein. Ce n'est pas un super pouvoir donné aux uns aux autres, c'est un outil d'équilibre. Bien, donc, voilà, pour ce qui concerne cette prétention, moi j'ai bien vu un certain nombre de réactions sur les réseaux, dans la presse internationale, c'est mais pour qui vous prenez-vous, monsieur Zelensky, hein, pour venir avec une telle arrogance et une telle prétention. Et puis il y a un deuxième aspect, c'est que il a présenté son plan de paix qui était un petit peu ridicule. Il n'était pas tenu de présenter un plan de paix, mais il a
décrit quelque chose qui était effectivement retour à la situation de 1991, point. C'est-à-dire retrait de toutes les troupes, retrait de la flotte russe de la mer Noire, enfin, c'est-à-dire des propositions qui ne sont pas sérieuses. Sont pas sérieuses. Alors moralement, on peut avoir une opinion là-dessus, mais c'est un peu ridicule. Il faut, comme disait Charles de Gaulle, on ne fait pas de politique en dehors des réalités, hein. Et là, cette façon, de venir avec arrogance dire il faut changer sur son arrogance vis-à-vis de l'ONU, et deuxièmement, sur son plan de paix qui est ridicule, quoi, qui est tout à fait ridicule. Dans la suite, je dirais peut-être un petit mot de ce que Seymour Hersh a expliqué concernant euh, la fameuse réunion dont plus personne ne parle, qui avait eu lieu à, à Riyad euh, pour travailler sur un plan de paix ukrainien, hein, pour l'Ukraine. Donc, mais on en reparlera. Je te repasse la parole. Oui, très bien. Donc, en fait, une visite aux États-Unis qui est plutôt décevante pour le dans ukrainien, notamment le président McCarthy, président de la Chambre des représentants, qui a refusé de le recevoir. Il s'est demandé à quel titre je recevrais est-il notre président? La seule question qu'on a lui posée, qu'a-t-on fait de l'argent que nous avons déjà donné globalement? Et quel est le plan pour la suite du conflit en Ukraine, des opérations armées. Donc, à suivre, mais de toute façon, sur un point général, l'Ukraine est dans une situation difficile, que ce soit sur le plan militaire, sur le front terrestre. Alors, même sur le front maritime, ils ont des succès, une stratégie, à mon avis, est assez efficiente depuis 1 à 2 semaines. Sur le front terrestre, sur la stagnation, et là, sur le plan politique et des appuis, on est sur une période difficile. Et bientôt, il va y avoir Raputitsa l'hiver qui va arriver, et quid des opérations cet hiver. Alors maintenant, il y a quelques nombreux se sont excités sur la fourniture de Mirage 2000C à Crème. Donc, c'est un modèle à juste titre considéré comme obsolète par les Ukrainiens, puisqu'on est sur la génération des MiG-29 qu'ils ont. Quel intérêt ils auraient remplacer l'avion qu'ils connaissent par un avion comparable. Et bien sûr, ça va décevoir beaucoup de personnes, notamment ceux qui avaient lancé une pétition pour la fourniture de Mirage 2000 sur Twitter. Bon, on est dans ce type d'action qui n'a beaucoup de sens et qui permettent aux gens de croire qu'ils s'investissent en ayant bonne conscience par rapport à la défense du bien, par rapport au mal absolu, puisqu'on est toujours dans ce type d'analyse. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, d'après certaines informations, 30 pilotes ukrainiens auraient été formés sur la base de Kazo. Donc, la base de Kazo, elle est équipée d'Alpha Jet, et c'est une base de transformation à la chasse. Donc, il est possible que des pilotes ukrainiens je pense qu'ils ont des problèmes de formation de leurs jeunes pilotes, qui avaient peut-être fait la formation de base du pilote de chasse, la qualifié en formation pilote de chasse sur un avion école type Alpha Jet, donc tir-canon, combat aérien de base, ainsi de suite, avant de passer éventuellement sur un autre type d'appareil qui pourrait être des F-16. Donc on est plutôt sur un processus de formation. Et quant au Mirage 2000, bon, les Ukrainiens ont été clairs, ils n'en veulent pas, hein. Alors maintenant, certains parlent du Mirage 2000D, mais alors là, on est sur un autre sujet, parce que le Mirage 2000D, il est vraiment intégré dans les forces aériennes françaises. De mémoire, il est prévu d'être en service à l'horizon 2040, voire 2050, dans sa version modernisée. Toujours également un sujet qui est intéressant. Les Allemands ont livré 2 chars Léopard A1, voulu livrer 2 chars Léopard A1 aux Ukrainiens. Et évidemment, ils ont refusé, vu l'état des blindés. C'est un peu comme si nous, on sortait des AMX-30 du musée des blindés de Saumur et qu'on voulait les AMX-30B, pas les B2, hein, les B, et les donner aux Ukrainiens pour qu'ils partent au combat avec. Je pense que c'est tout le dilemme de cette aide occidentale qui mixe
des moyens de haute technologie, hein, comme les HIMARS, comme les César, d'autres éléments, comme les moyens antiaériens, comme certains missiles antiaériens, comme le Mamba, par exemple, français, moyenne et haute portée et haute altitude. Moyenne altitude et haute altitude, pardon. Mais là, on est vraiment sur le lot de matériels qui sont fournis aux Ukrainiens. De facto, les Ukrainiens ont vraiment le sentiment de servir entre guillemets, de chair à canon, avec des Occidentaux qui les ont poussés par moment à négocier ou alors ne pas signer des accords qui étaient prêts à être signés, notamment lors de la négociation d'Istanbul au mois de mars, où les belligérants directs étaient arrivés à une forme d'accord qui était assez intéressante pour les Ukrainiens, puisqu'il y avait un retrait total des troupes russes après l'ex-premier ministre israélien, bien sûr la reconnaissance de la Crimée comme zone à part entière sous domination russe, mais l'autonomie des républiques autoproclamées du Donbass sous un système qui se rapproche du fédéralisme espagnol. Donc, du régionalisme, pardon, espagnol. Donc, oui, on peut très bien comprendre leur réaction. Alors, je voudrais, il y a leur réaction, mais aussi parce qu'ils mesurent un certain nombre de choses. Mais je rappelle l'hiver dernier, le printemps dernier, tout ce qu'on a entendu concernant la livraison de matériel, les game changers, les Wunderwaffen, c'était les Challengers, c'était les Léopards, c'était les missiles pour les frappes dans la profondeur, etc. Ça n'a rien changé de la situation sur le terrain, de la situation stratégique. Et là, on nous annonce l'arrivée des Abrams, des chars américains, je crois que c'est pour la semaine prochaine ou d'ici 15 jours. Et j'ai vu que sur les réseaux, il y a des bookmakers qui lance des paris sur le moment où la première image d'un Abrams en train de brûler sera publiée. C'est dire la situation. Euh, euh, la communication va très vite, on oublie, c'est normal d'ailleurs, on oublie ce qu'on a entendu. Et sur les Mirages 2000, effectivement, tu l'avais dit tout de suite en disant, mais attends, c'est un avion obsolète, ça n'a pas empêché des gens de lancer une pétition et d'annoncer triomphalement, on est à 2000 signatures, 3000 signatures, etc. Et là, ça y est, c'est oublié. C'est oublié au point que je ne sais plus qui, du ministère de la Défense ukrainien, dit oui, oui, les F-16, c'est très bien, mais on veut des F-35. Hein. Bon, donc, tout ça est un petit peu ridicule. Je ne Oui, pas la et puis parole. quand on parle des 2000, il faut bien 2010. Après, il y a des versions du 2000-5 ou le 2000D qui sont encore, mais qui font partie en fait, de l'organigramme de l'armée de l'air française. Donc, ils en ont besoin, il est hors de question de les céder. Bon, maintenant, aborder le sujet des unités des deux belligérants et comment elles sont organisées, puisque j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de gens qui se posaient des questions, qui me disaient, lorsque j'avais parlé d'une compagnie à 100, évidemment, j'avais voulu simplifier ces notions pour des néophytes, mais puisque on va rentrer un petit peu dans le détail, mais de manière très simple. Globalement, de part et d'autre du front, vous avez ce qu'on appelle des bataillons. Des bataillons, ce sont des unités que l'on peut, sur un organigramme de forces déployées sur le terrain, on peut les distinguer de la manière simple. C'est un carré avec deux petits traits, et à l'intérieur, suivant qu'il y ait une petite forme de chenille ou une autre barré par une croix de Saint-André ou alors une croix de Saint-André, vous allez avoir soit une unité mécanisée d'infanterie, soit une unité d'infanterie. Donc là, vous avez la structure des bataillons de tanks russes avec trois compagnies de chars. Les compagnies, on les reconnaît parce que c'est un rectangle avec une petite barre, hein, ou quatre compagnies de chars avec quatre petits rectangles avec une petite barre. Derrière, vous avez les moyens qui permettent de fonctionner. Le Stoon, ben, c'est la section de transmission. Après, le matériel support, ben, c'est la réparation vraiment de premier échelon, très simple. Et bien sûr, ensuite, un groupe de soutien médical.
Alors, élément intéressant, quand même, en dessous, au niveau de la section de chars russes, avec 3 chars, section, donc structure terne. Vous remarquerez qu'il y a un officier comme chef de peloton, mais il y a quand même 2 sergents, 2 sous-officiers. Alors, vous vous rappelez que sur les plateaux télé, on entend sans arrêt que dans l'armée russe, il n'y a pas de sous-officiers. Donc ça, c'est une grosse bêtise, hein, qui date des tsaristes, parce que même à l'époque de l'armée rouge, il y avait des sous-officiers. Alors par contre, est-ce qu'il y a des écoles de sous-officiers dans l'armée russe? Il y en a depuis le début des années 2008-2010 de mémoire. Avant, ces structures qui n'existaient pas, les sous-officiers étaient formés à l'intérieur des régiments ou progressaient tout simplement, ou étaient nommés au milieu les caporaux-chefs ou les caporaux des régiments, les gradés. Non, cours de formation a été mise en place, mais pour information, les écoles de sous-officiers sur le modèle français, dans les armées occidentales ou même de par le monde, c'est extrêmement rare. Hein, dans l'armée américaine, à ma connaissance, il n'y a pas d'école de sous-officiers. Et dans les régiments anglais, qui sont des régiments qui sont très, très endogames, où ils font beaucoup de choses en interne, les sous-officiers sont formés à l'intérieur des régiments. Il y a des sous-officiers dans l'armée russe. Lorsqu'on remonte ensuite au niveau du régiment de tanks, eh bien, vous allez retrouver les 3 bataillons de chars. Donc, je rappelle, le char, c'est avec la petite ovale. Là, vous avez un bataillon d'infanterie mécanisé qui va se retrouver sur BMP ou sous un autre type de matériel, type BTR. Et ensuite, vous avez les appuis en roue, donc 18 canons automoteurs de 122 mm, une compagnie, un bataillon de 18 canons de 122 mm, une compagnie de mortiers de 120 mm, et ensuite une compagnie antiaérienne en général, c'est du courte portée. Et derrière, vous avez tous les éléments de support, la compagnie de reconnaissance, la compagnie de génie, la compagnie de transmission, le poste médical avancé, la section de commandement. Quand vous avez 3 petits points comme ça, c'est une section. La compagnie de maintenance, donc de réparation, et la compagnie qui permet de faire les approvisionnements, tout ce qui est approvisionnement, aussi bien en pièces détachées que sur le plan alimentaire, ainsi de suite. C'est une compagnie de transport avec des camions. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle, souvent Michel Goyan en parle, ce qu'on appelle les tank bataillons tactical groups. C'est en fait le sous-groupement tactique qui correspond à un bataillon où on va faire un mix de moyens, hein, notamment de moyens d'appui, hein, de manière à donner une capacité au bataillon de tanks plus importante sur le plan de interarmes, c'est-à-dire en mixant des armes, comme par exemple en rajoutant une compagnie de fusiliers motorisés, en rajoutant un sous-groupement d'artillerie sol-sol, l'artillerie, une compagnie de moyens solaires, ainsi de suite. Voilà, on ne pouvait pas payer, donc on est là-dessus. Hein. Et ensuite, un régiment ou une brigade, parce que chez les Russes, suivant le type de rattachement, j'aurai l'occasion d'y revenir, la structure va s'appeler régiment ou brigade. En général, dans un régiment de brigade, vous allez toujours trouver 3 bataillons. Hein, 3 bataillons ou des bataillons tactiques comme celui que je viens de montrer, ou des bataillons organiques comme celui que j'ai montré au tout départ. Au tout départ, sous bataillon d'infanterie mécanisée. Alors j'espère que je ne vais pas trop vite. Ça va, c'est clair Oui, 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 c'est bon. Ben, tout va bien. Voilà. Donc ensuite, suivant le type de régiment, je rappelle pour les Russes, suivant la structure, c'est une brigade. Hein, c'est l'appellation qui diffère. Eh bien, vous avez des régiments d'infanterie motorisée, et ces régiments ou brigades d'infanterie motorisée, vous allez avoir 3 bataillons d'infanterie motorisée et un bataillon de tanks. Si vous aviez des régiments ou des brigades de tanks, vous auriez 3 bataillons de tanks et un régiment d'infanterie motorisée. Vous voyez toujours, c'est 3-1. Chaque fois, la structure est comme ça. Et l'appellation de la brigade ou régiment vient du fait que euh, les 3 pions sont des pions à base de chars, soit des pions à base d'infanterie motorisée. Bon, voilà l'exemple d'une division de tanks. Hein, division de tanks. Donc, la majeure fait que vous allez retrouver soit 2 régiments de tanks et un régiment d'infanterie motorisée, 3
sera 3 régiments de tanks et un régiment d'infanterie motorisée si on est en structure quaternaire. Dans le détail, chez les Russes, quoi correspond à une division de tanks? Eh bien, c'est 2 ou 3 tanks, régiments de tanks, pardon. Ensuite, un régiment de fusiliers et ensuite des régiments d'artillerie sol-sol, l'artillerie solaire, le bataillon de reconnaissance, les transmissions, le génie, le bataillon de transport, les moyens médicaux, les moyens aériens, type drone ou hélicoptère, parfois les deux d'ailleurs, ça dépend des types de structures. Les moyens de guerre électronique, très important chez les Russes. Dès l'échelon de la division, vous allez retrouver une compagnie de guerre électronique, des moyens NRBC, là c'est pour la lutte contre les armes, la protection contre les armes chimiques, nucléaires et radiologiques, et bactériologiques. La compagnie de maintenance, donc on est sur des opérations qui sont supérieures à celles qui sont faites au niveau de la brigade ou du régiment. Donc c'est là où justement les engins qui sont abîmés sont réparés de manière importante. Ils peuvent être immobilisés en gros une petite semaine au niveau de cet atelier. Et ensuite, cette unité-là, qui est une compagnie de police militaire, c'est une compagnie de circulation pour permettre à la division de se déplacer rapidement sur les axes. Et voilà globalement les types de divisions ou d'armées que l'on peut trouver chez les Russes, suivant le type d'unité subordonnée. Si vous avez une division, vous allez avoir des structures qu'ils vont appeler des structures régimentaires. Et si vous avez une structure d'armée, vous allez avoir des structures qui vont s'appeler brigades. Mais lorsqu'on rentre à l'intérieur de ces structures, on va retrouver toujours des bataillons. Et c'est ce qui est expliqué là, c'est que lorsque ce sont des brigades ou des régiments de tanks, vous allez avoir 3 bataillons de chars comme pions de manœuvre et un bataillon d'infanterie mécanisée. Et si c'était des brigades ou des régiments d'infanterie motorisée, vous auriez 3 bataillons d'infanterie motorisée ou mécanisée et un régiment de chars. C'est clair, Régis? Tout va bien. Ok. Alors maintenant, on va s'intéresser aux structures très rapidement de l'armée ukrainienne. Eh bien, on va retrouver des structures qui sont très très comparables parce que de toute façon, l'armée ukrainienne est l'héritière d'une certaine manière de l'armée des armées du pacte de Varsovie, même si elle a subi une révolution otanienne dans ses structures et dans ses matériels. Donc, lorsqu'on prend un régiment d'infanterie, pardon, un bataillon d'infanterie mécanisé, bataillon toujours de petits traits là, vous allez avoir 3 compagnies d'infanterie motorisée. Ensuite, dans les appuis, une compagnie de mortiers de 120 mm, une section d'AGS-17, ce sont des lance-grenades automatiques, ça fonctionne un peu comme une mitrailleuse, de 30 mm, 37 mm, pardon. Ensuite, une section de défense antiaérienne avec des missiles portables, une section de reconnaissance, et ensuite vous allez retrouver, comme chez les Russes, une section de génie, une section de transmission, une compagnie de support, on va retrouver des mécanos également du transport, et un bataillon, une section médicale. Et lorsque vous avez la brigade, supérieure, on était au bataillon, vous allez retrouver brigade d'infanterie mécanisée, vous allez retrouver 3 bataillons d'infanterie mécanisée, un bataillon. Alors souvent, ce bataillon d'infanterie motorisée dans les brigades d'infanterie mécanisée ukrainiennes, c'est un bataillon de la défense territoriale. C'est souvent ceux qui occupent justement les tranchées après que les bataillons d'infanterie mécanisée les aient conquises. Ils sont là pour occuper des positions. C'est de l'infanterie légère. Ensuite, un bataillon de tanks avec une structure des sections qui est différente des Russes, parce que les sections des Russes étaient à 3 sections, de chars ukrainiennes sont à 4 chars. Ensuite, un bataillon, un régiment d'artillerie, ou un groupe d'artillerie, un bataillon anti-tank. Alors, soit c'est des missiles, soit c'est des canons anti-chars de 10 mètres qu'on trouve aussi chez les Russes. Alors, quand je parle des missiles, on trouve des javelins notamment. Soit un bataillon
d'armes antiaériennes, ensuite une compagnie de snipers. Alors là, on est sur des snipers portés avec des calibres importants, style 12-7. Ensuite, une compagnie de reconnaissance. Après, on va retrouver tout l'appui avec la section de police militaire, mais qui fait de la circulation, une compagnie médicale, une compagnie de transmission, une compagnie bactériologique et chimique comme chez les Russes, des radars. Alors, c'est pas anti-aériens, c'est des radars de surveillance du terrain. On va retrouver cette notion de surveillance du terrain pour détecter les cibles. La guerre électronique également, même si c'est le point féminin. Un bataillon de logistique, c'est tout ce qui est transport. Un bataillon de réparation. Alors, ils peuvent le faire, mais avec des matériels qu'ils ont l'habitude d'utiliser, hein, des matériels ex-soviétiques et qui n'ont pas été livrés sans les outils de lance comme la plupart des matériels occidentaux. Et bien sûr, un bataillon de génie. Le génie, c'est tout ce qui permet de faire des travaux ou du minage. Alors, depuis un moment, je m'interrogeais sur en fait, l'existence ou non d'une structure divisionnaire au sein de l'armée ukrainienne. Je rappelle que la division, c'est une structure que on la repère avec ces deux petites croix. Hein. Ça, c'est la brigade et ça, ce sont les bataillons. Eh bien, on retrouve des structures qui s'en rapprochent au sein de l'armée ukrainienne, mais elles sont territorialisées. C'est qu'en fait, ces opérationnels tactical group, hein, comme ils les appellent comme les appellent les otaniens, sur la région de Semi, attaché au secteur de Semi, va regrouper une brigade, donc une brigade territoriale, et ensuite des unités d'infanterie, hein, avec la petite croix, donc une division d'infanterie avec des unités d'infanterie. Et lorsqu'on prend le territoire ukrainien, on va retrouver ces structures de corps d'armée qui sont répartis sur tout le territoire ukrainien, avec derrière ces structures de corps d'armée des structures qui sont comparables à l'OTG que SUMI, Opérationnel Tactical Group, qui est l'équivalent d'un niveau de division de SUMI. Alors, ce que l'on peut dire par rapport aux structures divisionnaires russes, c'est que les structures divisionnaires, ou qui s'en rapprochent ukrainiennes, sont réalisées, ce qui n'est pas le cas des structures divisionnaires russes, qui peuvent être attachées à une zone opérationnelles, mais qui sont des structures complètement itinérantes. Maintenant, nous allons nous intéresser à la question des drones navals ukrainiens. Depuis plusieurs semaines, je me pose la question de la portée de l'autonomie de ces drones en m'interrogeant sur d'éventuels relais présents en mer Noire, soit via des plateformes qui sont occupées par les Ukrainiens, soit via des bateaux anonymisés ou civils qui pourraient les lancer. En fait, on est face à une technologie qui est assez intéressante. D'abord, la charge est constituée de bombes de 100 kg ou de 150 kg qui sont insérées dans le drone. Là, vous voyez le moyen vidéo qui permet de le guider in fine, et puis là, l'antenne qui permet de le mettre en relation, notamment avec le réseau Starlink. Jusqu'à présent, les pertes de la marine russe de mer Noire sont toujours les mêmes, même s'il y a eu une attaque qui a endommagé un bateau de type hydroglisseur, corvette, ayant un rôle mer-mer avec des moyens missiles mer-mer qui a été endommagé à la fin de la semaine dernière, et puis possiblement une frégate qui aurait été endommagée cette semaine, mais je n'ai pas d'informations. On est toujours sur un croiseur coulé et puis un bateau endommagé de débarquement, donc ici. Voilà. Ça serait celui qui était en cale sèche, et un sous-marin endommagé qui était celui qui était en cale sèche aussi à Sébastopol lors des frappes de la semaine dernière. Donc des moyens de la flotte de la mer Noire qui sont comptés, mais qui pour l'instant restent relativement conséquents. Alors j'en reviens à la question ça pose question dès le départ, puisqu'on voit que les drones sont capables d'aller frapper jusqu'à Novorossiysk, qui est le port militaire de deuxième poste de la flotte russe. Elle devait... Ces drones avec deux drones qui sont majeurs, c'est le Sebi et le drone Magura, qui sont les drones utilisés dans les opérations à longue portée. Alors, ces drones ukrainiens, ils fonctionnent avec hydrogène.
et ce qui explique certainement leur autonomie et donc leur autonomie 61 heures, ce qui est énorme, et leur autonomie de base, c'est 450 km et elle peut être portée jusqu'à 9 mètres. Certainement avec une charge militaire qui est réduite, puisque le carburant prendra plus de place que la charge militaire. Le type d'opération, lorsqu'elles sont menées avec les drones navals, eh bien, c'est l'utilisation de 6 à 7 drones qui attaquent de manière comme une vague d'assaut, hein, de manière à pouvoir saturer les défenses des cibles visées. Est-ce que tu as des remarques sur ce sujet des drones navals? Non, point. Bon, il est clair que c'est une stratégie qui est très très gênante quand même pour la marine russe, hein, qui évidemment l'empêche pas d'être présente en mer Noire, mais qui crée une menace, hein. Là, et là, il y a environ un mois, la base de Staro-Constantinov a été bombardée. Suite à ce bombardement, on avait remarqué que pendant quasiment un mois, il n'y avait plus de lancement de Storm Shadow ou de Scalp. Enfin, les Scalp n'étaient pas encore arrivés. Donc, honnêtement, on pouvait se poser la question du résultat du bombardement. Cette scène, il est probable que les Russes ont encore bombardé un site qui abritait des munitions de type, des missiles de type Scalp et Storm Shadow, puisque c'est vraiment un sujet de préoccupation pour les Russes. Et dernièrement, il y a cette vidéo qui est apparue sur les réseaux qui montre un Storm Shadow ou un Scalp passer à très basse altitude. Alors, on remarquerait l'altitude très basse du missile, 30 mètres, donc c'est vraiment des missiles qui posent problème sur le plan des forces antiaériennes russes, hein, puisqu'ils sont détectés dernièrement, donc ça veut dire qu'ils ne peuvent être engagés qu'à proximité de la cible, et donc il y a des choix à faire sur les types de cibles à protéger, puisque la défense antiaérienne russe, comme côté ukrainien, ne peut pas être présente partout. Donc cette semaine, 8 missiles Storm Shadow ont été lancés, 5 ont été interceptés, et 3 auraient atteint leur... Donc globalement, on peut considérer que la force ukrainienne a trouvé une capacité de frappe Storm Shadow et Scalp, à voir si elle est pérenne dans la durée. Alors, ce que l'on peut également sur le plan de la stratégie de frappe ukrainienne, c'est que maintenant, très clairement, elle est concentrée sur la Crimée, ce qui, sur le plan stratégique, est efficient et efficace, au lieu de disperser les frappes comme ils l'ont vu pour tenter d'affoler la population moscovite, par exemple, ou faire des forailles à la frontière vers Belgorod, même si elle continue avec des petits drones. Mais on est vraiment sur une opération de planification de frappe aérienne sur la Crimée avec différents moyens, des moyens peu onéreux aux moyens de drones avec des charges militaires pour sécuriser les défenses antiaériennes russes, et ensuite des drones militaires ou des missiles militaires, que ce soit des Scalp ou des Storm Shadow ou des missiles type Neptune, pour frapper des cibles à haute valeur ajoutée. Alors, pour la situation du front terrestre, on ne peut que maintenant s'interroger sur le niveau de perte de l'armée ukrainienne qui commence à filtrer par le biais de sources ukrainiennes, de médias ukrainiens ou de responsables politiques ukrainiens. On est sur des niveaux de perte, comme l'a souligné Jacques Sapir, qui seraient comparables à de la Première Guerre mondiale, hein. Et c'était un homme politique ukrainien qui dernièrement, parlant d'un compte-rendu d'un responsable de recrutement d'une région militaire ukrainienne, disait que sur 100 mobilisés à l'automne dernier, il ne restait pas. C'est terrible. On en revient au sujet des pertes ukrainiennes et notamment de l'effet de l'artillerie russe sur le front. Alors, ça a été également souligné par le magazine militaire Military Watch, que je conseille également de suivre, puisqu'il est très intéressant. Et donc, on est également sur le même type d'évaluation, sur 100 appelés pour reconstituer une unité. Il ne reste que 10 à 20 en état de se battre. Tous sont blessés ou estropiés ou morts.
Alors, maintenant, on va parler du front. Sur le front nord, les combats au niveau infratactique, je dirais, les combats du niveau de la section ou de la compagnie continuent, mais la semaine dernière, on peut considérer que les opérations sur ce front-là, on verra ce suite donnée. Ils attendent, comme l'avait souligné le général Pinatel, la relève en présence pour réaffecter ces forces-là au bout d'un certain temps sur le front sud de Zaporizhzhia. Sur le front de Bakhmout, eh bien, malgré les cocoricots que l'on peut entendre sur les plateaux télé, notamment sur le plateau de LCI, au sud, là où les combats sont les plus violents en ce moment. D'ailleurs, Jacques Beau a souligné que dans la dernière interview, lors des dernières semaines, les pertes ukrainiennes avaient été les plus importantes au sud de Bakhmout. Je rappelle la 3e brigade Azov qui est impliquée dans l'attaque au sud de Bakhmout, le village de Kliklivka. J'ai vraiment du mal à prononcer tous ces noms. Bon, bon. Et, c'est toujours dans le principe de la défense. Ils défendent mollement, ils reculent, ils mettent leurs forces sur des positions favorables, ils bombardent les positions reprises par les Ukrainiens, et ils réoccupent les positions. Donc, c'est problématique hein, quand même, puisque ça fait quasiment 4 mois que ça dure. Et là, vous avez des images justement du village dont je parlais tout à l'heure au sud de Bakhmout, Artemovsk maintenant, puisque Bakhmout c'était le nom ukrainien. Voilà, donc, c'est impossible de tenir des positions comme ça qui sont se protéger. Il y a une infrastructure. Bon, ce sont des tout petits villages, hein, des tout petits villages. Et puis derrière, ben, l'artillerie russe produit son effet comme sur Robotine. Hein. Voilà, donc les tirs d'artillerie russes, les Russes restent présents sur les hauteurs et au nord du village. Voilà. C'est ce qui se passe également sur Robotine. Hein. Donc on est sur les tactiques défensives russes telles qu'ils les appliquent depuis la phase stratégique sur laquelle du novembre 2022. Sur le front de Donetsk, les Russes cherchent toujours à pénétrer sur Marinka et Avdiivka de manière à empêcher les Ukrainiens de continuer leurs opérations de bombardement de représailles au moyen de l'artillerie positionnée sur Marinka et Avdiivka sur la ville de Donetsk. Tous les jours, la ville de Donetsk est bombardée et ces bombardements ont monté en intensité depuis le début de l'offensive ukrainienne et depuis les difficultés de cette offensive. Alors sur Marinka, les Russes avancent de manière mesurée hein, et avec difficulté, mais ils avancent. Ce sont 2 villes qui sont fortifiées. Pour en venir au front central qui a animé tout l'été, la trouée de Zaporizhzhia avec le secteur de Robotiné et de Beauvais, les Ukrainiens ont annoncé comme objectif stratégique l'autoroute M14. Donc, c'est un objectif stratégique qui est ambitieux, hein, puisqu'il passe au sud de Melitopol. Alors, c'est bien sûr un axe qui est important de transversalistique russe par camion, mais je rappelle, comme on le voit en vert fluorescent, c'est que la logistique russe de théâtre repose avant tout sur la voie ferrée. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont cherché à courir Var, puisque Vuhledar, il y a quasiment un an, avait d'ailleurs assisté à une défaite d'une des brigades russes, parce que Vuhledar, qui est occupé par les Ukrainiens, avait neutralisé cette ligne de chemin de fer qui est importante. Et le jour où ils pourront prendre Vuhledar, eh bien, ils pourront sécuriser cette ligne de chemin de fer, qui pour l'instant n'est pas utilisée. Voilà, donc voilà, maintenant on est sur un front qui est quasi figé. La saison des pluies devrait arriver à mi-octobre, qui va rendre difficile toutes les opérations de mouvement de longue distance. Est-ce que l'hiver va être clément comme l'hiver dernier ou va être très froid?
quand tu bascules des belligérants vers des opérations hivernales, en l'état, pour les Ukrainiens, sur ce secteur-là, l'enjeu, ça va être déjà de rester en place sur ce saillant. Je ne suis pas certain que ça soit tenable, puisque la végétation va commencer, le peu de végétation qui reste, mais qui leur permet de s'infiltrer, va commencer bien sûr à se casser avec l'hiver. Ensuite, les difficultés climatiques vont rendre la situation pour les deux belligérants de plus en plus difficile. Et comme les défenseurs ukrainiens sur la zone de Robotine subissent l'artillerie russe, je ne sais pas dans quelle manière ce saillant va être tenable dans la durée. Voilà, donc j'en ai terminé pour la partie militaire et des opérations. Et On va... revoilà Martinet, oui, oui. Moi, j'aime bien Martinet, oui, oui. Petit aéronautique, mais qui est, je pense, de se fourvoyer dans son analyse militante du conflit ukrainien. Il était engagé, hein, de toute façon, sur la côte ukrainienne. Il fait des missions tous les 2 mois pour amener des moyens de différents types de nature qu'il rassemble grâce à des fonds qu'il glane. Donc ça, c'est tout à son honneur, hein. Il s'est engagé, ok. Mais le problème, c'est que derrière, ça va fausser ses analyses, puisqu'il n'est plus vraiment un analyste, il devient un militant, comme peut l'être Xavier Moreau ou d'autres. Et à partir de là, évidemment, ces analyses vont être biaisées, hein, et de plus en plus biaisées. Alors, je mets un petit bémol pour Xavier Moreau, parce que Xavier Moreau, même s'il est militant, il reste toujours rationnel et en rapport avec ce qu'il appelle la dictature de la réalité. Ce qui n'est pas le cas de Xavier Titelman, puisqu'il est dans une espèce de vision édulcorée des faiblesses ukrainiennes et de leurs forces, mais également de l'adversaire en face, c'est-à-dire des Russes. Donc, pour en revenir à sa dernière analyse, sa dernière vidéo, c'est sur Nord Stream. Donc, toujours une vidéo très très bien construite, hein, comme il sait faire, mais avec beaucoup d'enthousiasme également, comme il sait le faire. Mais de toute façon, cette affaire-là, on ne connaîtra peut-être jamais les tenants et aboutissants. Hein, mais en tous les cas, on ne peut se ramener qu'à une chose, c'est que le crime profite essentiellement aux États-Unis. Donc, c'est un principe, toi qui connais bien, toi, toutes ces affaires-là. À qui profite le crime? Évidemment, c'est la première question que des enquêteurs doivent se poser. Après, il va y avoir des hypothèses qu'on pourra prouver ou non, hein, lors d'un procès. Et là, c'est de toute façon, on ne peut pas le nier. Et je ne vois pas comment les Russes pourraient saboter une infrastructure au seul bénéfice de leur adversaire géopolitique. C'est absurde. Donc, voilà. Donc, Alors, il si y a deux certains... aspects, Hervé, il y a deux aspects. À qui profite le crime? Effectivement, on se pose la question pour essayer d'avoir des hypothèses. Et puis après, on les examine, les hypothèses. Et le gros défaut de cette histoire qui consiste à considérer que ce sont les Russes qui se sont auto-détruits leur beau gazoduc, c'est que techniquement, c'est pas possible. C'est pas possible techniquement, zone surveillée, etc. Si on prend, enfin bon, je ne vais pas revenir dans les détails là-dessus, très tôt ça a été dit. Euh, Deuxièmement, il y a la question de l'hypothèse ukrainienne, hein, des touristes qui prennent un voilier, etc. C'est grotesque. C'est complètement grotesque. C'est-à-dire que Xavier Titelman n'essaie pas, je crois, d'atteindre la vérité. Il veut dédouaner les États-Unis. Hein. Il veut parce que si on considère et si on accepte cette hypothèse, pour moi, cette hypothèse, elle est incontournable, que ce sont les États-Unis, ça brise tout le narratif, quelque part, tout le narratif que l'on nous sert depuis le début de l'opération militaire spéciale. C'est-à-dire que les États-Unis ont fait un acte de guerre contre un de leurs principaux alliés en Europe, c'est-à-dire les Allemands, et par conséquent, tous les discours qu'on nous tient sur l'agression russe, la volonté d'envahir l'Europe de l'Ouest, d'arriver rapidement après ce Finistère, la question des valeurs, comment que les Russes ne sont pas trop méchants de ne pas être LGBT, etc., etc. Là, je cite à peine
déformer le Wallace, l'ancien ministre de la Défense britannique, hein, ça ne tient pas. Si les États-Unis sont coupables, ça fait voler en éclats l'ensemble du narratif. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a un narratif global, hein, de remplacement, mais c'est celui-là et qui en affronte un autre. Hein. Alors, avec cette particularité quand même, c'est que dans la francophonie, ce que Jacques Beau disait, dans la francophonie, on a probablement les pires propagandistes. Parce que si on va ailleurs, je ne parle même pas du Sud global, mais si on va dans le monde anglo-saxon, c'est beaucoup plus contradictoire, beaucoup plus balancé. Je suis tombé sur des vidéos assez étonnantes. Assez étonnante. Hein. Non, non, c'était un petit épisode de la fête de l'UMA où on voyait Julien Pain, qui est donc soi-disant un professionnel du fact-checking, venir et être tout surpris d'ailleurs de se faire insulter par des militants, venir dire oui, oui, je suis venu là parce qu'il y avait Michel Collomb. Et Michel Collomb, c'est un agent russe, il disait ça quasiment, hein, et en disant, il relaie tout le discours du Kremlin. Bon, je rappelle, hein, une de nos vidéos précédentes, hein, et de cette réalité. Donc, il y a véritablement, Titelman, Julien Pain et d'autres sont des agents. Ce sont des agents, alors conscients, inconscients, moi je ne veux pas sonder les reins et les cœurs, ça ne m'intéresse pas, mais ils sont, et tu le dis, tu les qualifies de militants, moi je vais plus loin. Je pense qu'ils défendent une thèse, ils défendent un pays, ils défendent une hégémonie, hein, et pour ça, je veux dire, le rapport à la vérité devient une contingence. Voilà. Bon, c'était ce que je voulais dire sur mon ami Tettelman. Alors, autre sujet qui a défrayé la chronique, c'était la frappe meurtrière sur le marché de Constantinivka. Et après une enquête de journalistes du New York Times, ils ont conclu qu'il s'agissait, bon, il y a eu 17 personnes qui sont mortes dans cette frappe. Alors, évidemment, tout de suite, on a crié aux Russes, à la frappe russe. Alors, j'ai pas dit que les Russes ne frappent pas parfois les zones où il y a des civils, hein. Ça, de part et d'autre, de toute façon, il y a des dommages collatéraux et des civils qui meurent, que ça soit Donetsk ou sur les villes ukrainiennes. Mais ce qui était intéressant, c'est que là, pour une fois, les journalistes ont pu accéder à la zone de la frappe et ont montré que c'était un missile ukrainien. Donc, ce qui montre que le jour, si jamais il y a une fin de conflit et qu'il y a vraiment une enquête nationale impartiale, je dis bien impartiale, neutre, hein, sur les exactions et les dommages collatéraux qui auront été infligés des deux côtés du front lors de cette guerre, on pourra avoir, je pense, certaines surprises par rapport aux allégations et aux accusations qui ont été souvent péremptoires. Je dis bien de part et d'autre, hein, puisque, bon, évidemment, la défense tout de suite du Kremlin dit de manière systématique c'est un missile ukrainien qui est tombé sur. Et de l'autre côté, côté ukrainien, c'est dire c'est une frappe russe. Hein. Donc, la notion de vérité, pour moi, c'est, comme disait Marguerite Yourcenar dans le roman d'Adrien, dans Adrien, pardon. Les mémoires Je d'Adrien. les mémoires d'Adrien, je préfère l'exactitude à la vérité. Ben, c'est ça, en fait, l'exactitude, c'est quoi? C'est la factualité, c'est les faits. Après, la vérité, on est déjà dans une interprétation, Tout mais à fait. vraiment les faits, quoi. Tu es d'accord avec moi? Alors, absolument, absolument, moi ouais, lorsque j'ai passé mon examen d'accès à la profession d'avocat il y a fort longtemps, le sujet comment dire, du devoir général qui nous était fixé, c'était l'avocat et la recherche de la vérité judiciaire. Et c'est l'histoire de ma vie derrière, hein, donc en tant qu'avocat euh, de défense, c'est-à-dire qu'on contribue à élaborer une vérité, mais qui sera de toute façon relative et contingente, mais qui permettra au juge de prendre ces décisions qui ont une valeur normative extrêmement forte, puisqu'on est obligé de les exécuter. Mais les faits, c'est une chose. Alors, à ce sujet-là, de ce problème de la tragédie du marché, je vais faire d'abord une première observation, c'est que la presse française euh,
succombé à tous ses défauts, je pense au titre de Libération, aucune utilisation du conditionnel, non, non, les Russes ont tué des civils. Bien, reprenant littéralement la propagande de Kiev, avec cette différence quand même. Avec cette différence quand même, c'est que Kiev, on les comprend. Le Kiev indépendante, c'est un pays en guerre, c'est un pays qui a été envahi, quelles que soient les raisons de cette invasion, et qui se défend. Il s'agit de ça. Donc, que face à une telle tragédie dont ils sont responsables, ils aient tendance à l'habiller de mensonges, je les comprends. Je les comprends et je ne vais pas les stigmatiser pour ça. En revanche, la presse française qui relaie servilement, sans aucune précaution, sans aucune distance, un mensonge, en sachant probablement que c'est un mensonge, hein, et qui, lorsque, quelques jours plus tard, je crois que l'article de Libé, le titre de Libé, je ne cite que Libé, mais tous les autres étaient sur la même ligne, c'est le 8 septembre, et l'article du New York Times qui dit non, c'était un missile, euh, c'était une erreur, enfin une erreur, c'est un missile ukrainien qui a provoqué cette tragédie, eh bien, aucun des journaux français n'a publié de rectificatif. Oui, la publication, c'est le 18, il y a une dizaine de jours, et bien évidemment, vous pensez bien que notre chère Libération n'a à aucun moment parlé de cet article du New York Times. Non, non, on est là comme des domestiques serviles d'un narratif. Ça me surprend toujours quand même qu'on en arrive à ce point. À ce point, c'est-à-dire qu'on abdique de sa rationalité, on abdique de sa décence quelque part, hein, parce qu'on sert une cause, euh, et je me répète, sachant que les Ukrainiens ont toutes les excuses et se servent de ces armes de la communication. Hein. Eux, ils sont en guerre. Eux, ils ont des gens qui sont tués tous les jours. Alors qu'en France, ça n'est absolument pas le cas. On se met au service en plus, pour ce qui me concerne, de la cause d'un pays étranger. Voilà pour ce qui concerne cette tragédie. Alors maintenant, le petit combat sur les réseaux sociaux, bah, tu sais, toi, moi, sur les réseaux sociaux, mais toi, tu es très, très, très vindicatif sur les réseaux sociaux. C'est pas mon cas, moi. Moi, je suis Ah, ben, sympa, moi, sur les non, réseaux sociaux. mais c'est une répartition, mon cher. C'est une répartition. Hein. Oui, je suis vindicatif. Oui, c'est bon. Pas seulement sur l'Ukraine, hein, sur un certain nombre de Oui, sujets. oui, oui, non, mais Et tu noteras que c'est essentiellement dirigé contre justement, nos médias, nos faux experts, je pense à ce bon Jean-Dominique Merchet, l'expert militaire de la chaîne d'Arpenteur, hein, qui calcule le nombre de centimètres carrés conquis par l'un ou par l'autre, donc pour définir qui a gagné. Donc, oui, oui, c'est plutôt en direction, c'est toujours ce travail de réinformation, mais qui s'appuie sur ce que tu amènes, permettant d'analyser les faits, hein, et d'appréhender ce ouais. réel. Oui, alors sur les réseaux sociaux, il y a évidemment sur Twitter, je comprends très bien que plein de personnes aient un pseudo pour cacher leur identité parce qu'ils pourraient être embêtés sur le plan social et sur le plan même professionnel. Il y a des gens qui ils ont des opinions ils partagent de l'information, c'est intéressant, mais bon. Ensuite, il y a ce que j'appelle les trolls. Les trolls, c'est ceux qui ont un pseudo ridicule, hein, et qui vont être dans l'invective sans intérêt. Ça va être l'insulte du style pro-russe, poutinolâtre, collabo, enfin j'en passe des meilleurs. Bon, en général, je bloque, hein, mais, mais avant de bloquer, je regarde quand même ce qui se dit parce que ça peut toujours être intéressant. Et ce que l'on peut remarquer dans le troisième point, c'est qu'en général, ils n'ont aucune culture historique ou géopolitique. C'est qu'en fait, leur niveau d'information sur ce conflit ou sur d'autres sujets, en fait, s'arrête à ce qu'ils ont dû entendre au journal du jour, tu vois, à la télé, peu importe la chaîne. Donc, il y en a un la dernière fois qui m'a agressé. Alors, c'est Ozon qui m'a transféré par message l'agression, puisque moi, je l'avais bloqué, le gars. Donc, je ne pouvais pas voir. Donc, je l'ai débloqué pour voir ce qu'il se disait. Bon, le gars, je ne sais pas qui c'est. Il s'appelle l'œil du Kremlin. Mais moi, je trouve que c'est plutôt l'œil du couillon suivi par des couillons, quoi, en fait. Parce que, bon,
C'était mon compère, au fait, hein, mais c'est vrai que c'était mon compère d'une certaine manière. Hervé Carès, le compère de Régis de Castelnau. Eh oui, eh oui, eh oui. Ah, il salue Alors, ta c'était constance, hein. C'était au sujet, tu sais, du petit vaisseau sur aéroglisseur lance-missile dont j'ai parlé tout à l'heure. C'était une information qui avait été donnée en fin de semaine dernière, disant qu'il avait été endommagé par justement un drone naval ukrainien. Et les Russes disaient qu'il avait été pas endommagé, et après, bien sûr, de l'autre côté, disaient qu'à la limite, il était coulé. Donc il y avait cette image-là, puis après, il y avait l'image du vaisseau qui arrivait, qui était remorqué dans le port de Sébastopol par deux navires. Donc, bon, il est possible qu'il ait été endommagé ou pas. En tout cas, c'est un vaisseau qui peut naviguer à 55 nœuds. Tu penses bien que lorsqu'il a vu arriver le drone ukrainien, la première chose qu'il a fait, c'est passer en version hydroglisseur pour se tailler le plus vite possible. Donc, de toute manière, et puis c'est pas une unité stratégique. Donc voilà le niveau du débat. Voilà, donc on est sur ce type de compte là, l'œil du Kremlin. Après, il y a qui font la chasse au collabo, je ne sais quoi, mais il y a des gens qui ont que ça à faire, hein, la journée, hein. Parce Oui, que, oui. honnêtement, hein, je ne sais pas ce qu'ils font de leur journée, parce que, bon, évidemment, moi, je suis à l'écoute des réseaux, parce que c'est toujours intéressant, mais quand je suis vraiment, puisque j'ai mon activité professionnelle, quand je suis vraiment dans le boulot, je regarde ça ou le matin tôt ou le soir. Euh, Si tu veux, là, en ce moment, j'ai recommencé mon boulot, ne serait-ce que pour préparer les vidéos, ben, je fais ça en dehors des heures normales. Là, les clients sont revenus. En- donc, euh, donc, tout ça, c'est la gestion. Mais quand je vois la présence de certains sur les réseaux sociaux, je me demande ce qu'ils font comme boulot. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'ils se cachent derrière des pseudos, hein. Ça pourrait poser question pour leur employeur. Et puis, bon, et en plus, c'est, comment dire, quand on voit cette bataille de la communication que tu soulignes souvent, par exemple, sur ce qui se passe en mer Noire, concernant les dégâts sur les deux bateaux, euh, pas celui-là, hein, Oui, ceux qui le étaient en cale sous-marin de sèche. la classe. Bon, les photos qui ont été publiées étaient truquées. C'est-à-dire qu'il y avait des dégâts, donc les uns disaient irréparables, d'autres disaient réparables, et les photos, ça a été démontré, étaient truquées. Donc ça prouve bien, alors j'en sais rien, hein, bon, et puis s'ils ont un sous-marin qui est désormais inutilisable, ben, ils en ont un paquet d'autres, et ils en ont qui ne sont pas des sous-marins diesel, à mon avis, des espèces de monstres, c'est de cela qu'il faut bien se préoccuper, hein. Parce que si jamais la catastrophe arrive et qu'ils sont utilisés, oh là là, on ne sera plus là pour en parler après. Voilà. Donc, bon, tomber dans ces trucs de propagande, ce qui est comment, incontestable, c'est que justement ces trolls ou les Titelman, qui n'est pas un troll, mais alimentent une forme de rapport au réel qui confine au fanatisme. Le fanatisme, disait Nietzsche, étant l'arme des faibles. Je suis un petit peu, je veux dire, préoccupé par ça, quoi. Ça rend le débat, ça rend l'approche, y compris le débat dur, le débat difficile, ça rend l'approche quasiment impossible. Ça quasiment impossible, chacun restant sur ses positions. Je ne sais pas comment tout ça va se finir lorsque le réel, le vrai réel, qui sera celui de la probable défaite de l'Occident, va s'imposer sans qu'on puisse euh, l'éviter. Alors, dernier élément, là, donc, le média qui m'a fait l'avantage de m'interviewer il y a une semaine, c'est que c'est vrai, on en discutait, tu sais, en off, c'est la montée en puissance des médias libres par rapport aux médias que l'on appelle mainstream, alors avec des fortunes diverses et des canaux divers. Mais il est vrai qu'on voit certaines émissions des Incorrectibles qui font quasiment 1 million de vues, hein, suivant le sujet ou le type d'invité. TV Liberté, même si son a priori et son positionnement idéologique est évident, qui a énormément de suivi, et notamment pour son journal quotidien ou pour les émissions politiques de la journaliste du samedi matin dont j'ai oublié le nom. Élise Blaise, Voilà, voilà. voilà. Madame ou Mademoiselle Blaise.
Et donc ce média, le Libre Média, qui est un média canadien qui est en train de monter en puissance et dans lequel travaille Anne-Laure Bonnel, qui est une journaliste qui s'est fait connaître par ses reportages courageux dans le Donbass à l'époque dans les années 2015-2016 de mémoire. Hein. Donc, c'est vraiment des médias qui font un travail d'information qui est très intéressant et avec des intervenants que l'on ne voit pas sur sur les grands plateaux. Alors, je ne parle pas pour moi, mais je parle en général, tous ceux qui s'expriment et qui ont un regard un petit peu une approche différente du drame géopolitique actuellement que l'on vit en Europe avec cette guerre en Ukraine, comme Caroline Galacteros, Jacques Beau. Alors évidemment, il y en a certains qui sortent des bouquins, donc après ils sont en promotion des bouquins. Je parle de Jacques Beau ou même de Michel Colland. On voit très bien que c'est normal, il est en promotion du bouquin, mais on les voit pas ailleurs, on les voit pas ailleurs. Et c'est ça le problème en fait. Le problème, c'est le débat. Et la seule fois où j'ai vu quelqu'un sur le plateau de LCI qui était invité, c'était Éric Dénessé, il a été invité qu'une fois, et ensuite les quelques officiers généraux ou officiers supérieurs qui sont intervenus avec des discours mesurés ou on va dire à l'opposé un petit peu de ce qui se disait sur le plateau, on les a jamais revus. On les a jamais revus. Les seuls que l'on voit qui sont mesurés actuellement et qui ont un discours d'ailleurs qu'ils ont du mal à faire passer sur les plateaux, c'est Pierre de Jong par exemple, c'est le colonel Pierre de Jong, le général Chauvency, le général Gomard également, qui lui n'est pas un consultant rémunéré, mais qui est quelqu'un qui a une approche très rationnelle du conflit. C'est compliqué en fait d'avoir cette sur le plateau d'avoir un vrai débat autre que celui d'un positionnement militant. Parfait. Bon, Voilà. donc allez voir cette vidéo. Tu as cité Caroline Galacteros. Elle a publié il y a quelques jours un article sur son site Géopragma, tout à Ah fait oui. remarquable, hein, que j'ai apprécié, très offensif pour ce qui la concerne, Mm. mais toujours dirigé, parce que nous on essaie de parler à spectateurs de notre pays. Alors, on a des échos au Canada, on a des échos en Afrique, ça me fait très, très plaisir, mais on essaie de parler à la France et donc on ne peut qu'être un peu désolé d'abord de la situation concernant cette propagande et ensuite de l'orientation politique face à la catastrophe qui arrive, déjà le massacre que subit le peuple ukrainien et ensuite l'absence de solution, l'absence d'une diplomatie permettant d'avancer en direction de la paix. Ça, je crois que ça laissera des traces très profondes, toute cette affaire. Ouais. Oui, et je voudrais rajouter quelque chose aussi, puisqu'on en a parlé aussi sur les médias, ces médias libres où parfois ils vont taper dans le mille et être pertinents, et puis à côté, parfois se lancer dans des batailles qui ne sont pas rationnelles. Hein. Je ne vais pas épiloguer sur les sujets, mais j'avais lu les commentaires, tu sais, à l'issue de l'émission, enfin de la vidéo que l'on avait faite, où j'avais cité Aldostérone, hein, et j'avais dit que son analyse du crash de Prigogine était pertinent. Et j'avais dit à ce moment-là que par contre, il avait d'autres analyses qui étaient plus disputables. Et ce qui était intéressant, c'est de voir les réactions, parce que quand tu dis ça d'aldostérone, tu attaques en fait quelqu'un qui est quasiment un, un maître à penser pour certaines personnes, tu Oui, vois. oui, c'est vrai. Il livre du prêt-à-penser et il faut surtout pas l'attaquer. Et c'est terrible ça, parce que il y a également les gens qui suivent Xavier Moreau, qui a beaucoup d'influence, hein, parce qu'il est très pertinent sur le plan géopolitique, mais qui reste un militant. Et c'est pareil, dire que Xavier Moreau, par moment, met à côté, tout de suite, c'est comme si on attaquait le gourou. Et ça, il faut absolument que les gens ils sortent de ce prêt-à-penser et qu'ils arrivent à prendre les idées qui sont pertinentes chez tout le monde, hein, et rejeter celles qui leur paraissent pas pertinentes. De même que nous n'avons pas la prétention à nous édicter en faiseur de vérité. On propose une approche qui est différente de celle que l'on peut voir ailleurs. Après, libre à chacun ou de fouiller l'information, comme je l'ai dit pour le centre de recherche du renseignement de Patrick Dénessé, français de recherche du renseignement de Patrick Dénessé, ou de se faire leur propre opinion à partir de sources diverses et vraiment d'aller chercher l'information et la confronter à d'autres informations. Mais ne pas prendre
ce qui est dit sur des médias libres ou des médias mainstream comme une parole d'évangile, hein. Ben On oui, n'est il pas là faut pour éditer. toujours faire le même travail critique. Exactement. Il faut savoir, Hervé, que en face, les soi-disant des bunkers, fact-checkers ou les gens qui critiquent les positions ont tendance à faire l'amalgame. Moi, une petite anecdote qui me concerne, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, j'avais été interviewé pour un documentaire et à propos du Covid. Et j'avais dit 10 minutes, j'avais fait sur ce qui con, constitue un de mes thèmes d'intervention habituels, j'avais dit qu'il y avait eu dans la gestion du Covid un effet d'aubaine qui avait permis la mise en place de mesures liberticides, d'une approche autoritariste, c'est tout. J'ai pas parlé de vaccin, j'ai pas, me suis surtout pas aventuré sur le terrain médical, je n'avais pas les compétences, mais mon interview a été intégrée dans un documentaire qui s'appelait Hold Up, je crois, dans lequel il y avait des choses parfaitement délirantes et qui durait 1 heure et demie, presque 2 heures, je crois, et ça m'a été reproché. C'est-à-dire qu'on a dit que, par amalgame, on a dit voilà, le complotiste qui, donc, c'est aussi ceux qui essaient de disqualifier une pensée qui crée ce ghetto en face et qui crée ces réflexes. On se sert, on lit les mêmes choses, on est pour les mêmes politiques, etc. On voit bien ce qui se passe autour de Donald Trump. Ouais, Voilà, c'est même actuellement assez impressionnant. très bien. Ben, écoute, moi j'en ai terminé. Bon, Je eh vais, ben, je vais on, arrêter le on- partage. voilà, on va vous dire à très bientôt. On va attendre voir Voilà. tout ce qui vient de se J'espère que tout passer. sera bien passé parce qu'on a eu quelques petits problèmes de liaison parce que je suis actuellement à Bordeaux. Voilà. Mais, Et mais bon, donc, eh bien, on vous dit merci de votre attention et à la semaine prochaine. voilà. Merci bien. Au revoir. Salut!